Je vous retrouve dans la suite du programme du soir sur New World. Merci de nous rester fidèles et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce troisième numéro de Regard croisé de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Nigeria. Un nouveau kidnapping illustre le niveau d'insécurité. Après le Nigeria, ce sera la République de Côte d'Ivoire, le Gabon, puis le Sénégal, vers une réduction drastique des effectifs militaires de la France. Notre troisième sujet concerne le retrait de la CEDEAO, le retrait des États membres de l'AES, de la CEDEAO. L'Union africaine engage les leaders régionaux au dialogue. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, une délégation à Niamey après l'annonce de sortie de la CEDEAO. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Germain Pouli, vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain et bienvenue. Bonsoir docteur et bonsoir à tous les téléspectateurs de New World TV. À côté de vous, Louis Kamako, vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les téléspectateurs et spectatrices de la télévision du Monde Nouveau, notamment Monsieur Etchala et son directeur de l'Institut de formation en alternance pour le développement, IFAD Dido Gomé, qui reste l'un des fidèles de cette émission. Monsieur Tchala, que nous saluons au passage. Notre troisième invité aujourd'hui, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Bonsoir Samir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à Kara, c'est dans la région de la Kara. Pour être plus précis, c'est à peu près 411 km de Lomé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment à Bamako, à Niamey et à Ouagadougou, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toujours grâce à New World TV. Avec vous, aujourd'hui, nous allons attaquer notre premier sujet. Nous prenons la direction du Nigeria pour parler de ce kidnapping survenu en ce début de semaine. Un groupe d'élèves avec des enseignants ont été enlevés dans ce pays, ce qui accroît le nombre d'incidents liés à la sécurité ou évoquant l'insécurité dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, le plus peuplé d'ailleurs du continent. Le Nigeria fait face à de graves problèmes d'insécurité. Que faut-il faire au Nigeria? Un nouveau kidnapping en cours, ou du moins ce qui a lieu cette semaine, des réflexions, ce qui suscite également des réactions au Dalamase. Est-on en train de se diriger vers ce qu'on connaît dans les autres pays du Sahel? La question se pose. Que se passe-t-il au Nigeria? Pourquoi ce grand pays peine-t-il à se sécuriser? Je voudrais bien commencer par vous, Germain Pouli. Pourquoi ce grand pays, la plus grande puissance, un peu avec l'Afrique du Sud, donc sur notre continent, on ne saura le dire si ce n'est que constater, comme vous venez de nous le faire observer, que l'insécurité prend de l'ampleur. Les grands banditismes semblent encore avoir de très beaux jours devant lui, donc au Nigeria. Quelles sont les causes? Voilà, vous savez que d'entrée on vous dira que c'est la pauvreté. Mais est-ce que la pauvreté signifie gagner l'argent par tous les moyens, y compris par des moyens aussi violents qu'illégaux, que sont les enlèvements avec des demandes de rançon? Quelles sont les causes? Également l'incapacité des forces de sécurité de ce pays-là à assurer une sécurité intérieure, à faire face donc à un banditisme qui monte en puissance et qui est notamment marqué non seulement par les braquages et autres actes de vol, mais surtout par les enlèvements avec demandes de rançon qui sont devenus aujourd'hui un business lucratif dans ce pays, selon donc certains analystes. Les enlèvements rapportent énormément donc aux bandits au Nigeria, et donc ça ne peut que prospérer. Et ce qui est décevant, c'est l'incapacité des gouvernements respectifs à pouvoir éradiquer le phénomène qui prend de l'ampleur, surtout avec l'enlèvement donc de ces élèves-là et de leurs enseignants. Et on se demande pourquoi au Nigeria ce fléau donc continue et pourquoi les forces de sécurité sont toujours dans l'incapacité. Et voilà, donc les analyses sont faites et les chiffres aujourd'hui
sont de plus en plus inquiétants. Certaines ONG disent qu'en moyenne, il y a 500 enlèvements par mois. Donc, au Nigeria, c'est énorme, avec des demandes de rançon qui touchent aussi bien les classes aisées qui ont des moyens pour payer ces rançons qu'aux classes moins aisées, aux pauvres, dans des milieux ruraux, dans les milieux reculés, qui peinent donc à payer ces rançons-là, et ce qui crée généralement une situation pas très favorable à l'économie nigériane. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli et Louis. Le pays connaît des enlèvements, des attaques terroristes, surtout du groupe le plus connu, et là-bas c'est Boko Haram, des enlèvements contre rations, des crises interethniques entre éleveurs et agriculteurs. L'insécurité gagne du terrain au Nigeria. Pourquoi ce pays peine-t-il à s'en sortir depuis ? Oui, mais ça peine juste parce que Jamel l'a dit, c'est la montée grandissante du banditisme. Et donc, quand vous voyez à côté de cela, il y a ce qu'on peut appeler aussi le paradoxe, en fait, du système sécuritaire. Parce que les faits nous montrent ou bien nous révèlent que le Nigeria a le secteur de sécurité le plus financier, mais malheureusement, ce secteur-là n'arrive pas à engranger des résultats, justement parce qu'il y a au sein de ce dispositif sécuritaire-là ce qu'on peut appeler la corruption, le gaspillage, et les forces de l'ordre de sécurité qui ont souvent du mal à parler d'une seule voix. Et on voit souvent qu'ils sont infiltrés par des gens de mauvaises intentions qui par moments sont de connivence avec le groupe Boko Haram, avec les gens qui commettent les actions sur les populations. Donc je pense que c'est ce qui est justement à l'origine de ces enlèvements, de ces rançons et de cette insécurité grandissante dont nous parlons. Et donc je pense que ça a été toujours, quand vous prenez par exemple le programme de société de Mohamed Bouhari à l'époque, je pense que lutter contre la sécurité était l'un des points forts en fait de son programme de société. Malheureusement, il a fini ses 2 mandats et que le problème demeure d'actualité. Aujourd'hui, il a cédé le fauteuil présidentiel à Tinubu, mais malheureusement, le problème persiste. Ça veut dire que il y a encore du boulot à faire. Il y a tellement de choses à régler dans ce sens-là pour que le Niger en fait retrouve la sécurité. Alors, tellement de choses à faire dans ce sens. Samir, la première question, c'est qu'est-ce qui explique cette situation du Nigeria parmi les puissances militaires du continent, pour ne pas dire la deuxième, et fait face à cette insécurité grandissante. Tantôt c'est des attaques de groupes armés, tantôt c'est des conflits entre citoyens nigérians, de groupes ethniques peut-être différents, ou plutôt peut-être entre éleveurs et agriculteurs, ou tantôt c'est des enlèvements contre rançon, la dernière en date celle de ces élèves. Non, je pense que ce qui se passe au Nigeria, l'image véritablement de ce à quoi nous assistons ces dernières années dans les capitales africaines, le niveau d'insécurité est grandissant et ça devient inquiétant. Quand vous prenez un peu les capitales sur la côte occidentale, vous vous rendrez compte que dans certains pays, on parlera donc des actes de braquage et de vol à main armée. Dans d'autres pays, vous verrez que véritablement en pleine ville, en pleine capitale, les bandes criminelles sont capables d'ouvrir le feu sur de paisibles citoyens. Donc, ce qui se passe au Nigeria est inquiétant parce que vous savez que ce pays est confronté à 2 phénomènes, pour être beaucoup plus précis. D'un côté, il y a les groupes djihadistes, les groupes terroristes qui sévillent dans la partie nord-ouest du pays. Et dans l'autre cas, vous verrez également qu'il y a des conflits communautaires au niveau de ce pays-là. Et si, comme cela ne suffisait pas, il y a également donc le banditisme qui sévit. Donc je pense que cela peut s'expliquer par la population galopante de ce pays-là. Vous savez, c'est l'un des pays les plus peuplés
de l'Afrique. Ils sont à peu près 130 millions d'habitants, si je ne me trompe. Donc, c'est carrément difficile. Parce que quand vous prenez un peu le Nigeria, vous verrez la superficie même du pays. Vous voyez le nombre d'habitants. Donc, au niveau de ce pays, vous vous rendrez compte que si on peut ne pas exagérer en disant que bon, le pays est surpeuplé véritablement. Qu'à cela n'en tienne, vous verrez également que depuis plusieurs années déjà, tous les présidents qui se sont succédés à la tête de son pays, de ce pays, ont promis donc de lutter véritablement contre l'insécurité, sauf que depuis lors, ils ne réussissent pas véritablement. Ils ne réussissent pas parce que à peine 1 an et quelques de mandat du nouveau président Tinou, et vous vous rendrez compte que... Pratiquement 1 an, puis à son investissement, il n'a même pas encore fait 1 an. C'est ce que je dis. À peine quelques mois, vous vous rendrez compte qu'on dénombre plus de 3000 kidnappings. 3000 kidnappings. Ça veut dire qu'il y a des groupes armés qui sévissent, il y a des armes de fabrication artisanale ou de fabrication moderne qui circulent un peu partout, mais il y a également les groupes djihadistes qui sévissent. Je pense que les gens oublient véritablement la situation au niveau de ce pays qui est le Nigeria. Contrairement à ce qu'on peut nous faire, on peut nous faire savoir, par exemple, dans d'autres pays comme le Mali, le Niger ou le Burkina Faso, mais ce que vit le Nigeria est véritablement inquiétant en termes sécuritaires ou, par exemple, comment on l'appelle, ce kidnapping a été couplé par l'assassinat de 2 chefs traditionnels. Oui. Donc, journalièrement, vous avez des gens qui... élèves et des enseignants... Journalièrement, oui, bien sûr. Journalièrement, vous avez des gens qui perdent des vies pour rien du tout. Vous avez des déplacés au niveau de certaines régions du pays. Mais je pense que le problème majeur de ce pays-là, c'est d'arriver à renforcer la capacité opérationnelle des forces de l'ordre et de sécurité. Quoique les gens peuvent dire, quand vous prenez un peu la plupart de nos pays africains, nos forces armées sont gangrénées par le phénomène de la corruption. Ce n'est pas seulement une particularité nigériane. Quand vous prenez les armées qui peuvent se considérer comme les plus redoutées, les plus redoutables, comme les plus modernes, comme les plus sophistiquées, ils sont gangrénés par le phénomène de la corruption. Donc quand vous avez une armée qui n'est pas efficace, qui n'est pas opérationnelle à 100%, qui n'arrive pas à maîtriser la totalité du territoire, c'est aussi ça la problématique. Donc quand vous avez une situation comme ça, c'est difficile d'éviter ce genre de situation qui est le kidnapping, parce que vous avez dans ce pays où l'argent circule énormément, vous avez les groupes armés, les bandes criminelles qui s'organisent pour opérer des vols, des grands vols, et pour également procéder à des kidnappings afin de revendiquer des rançons comme le doyen Pouli l'a dit. Donc je pense que c'est une problématique assez inquiétante. Il faudrait peut-être, dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, réfléchir sur ce phénomène-là d'insécurité qui devient, comment l'appelle-t-on, grandissante au niveau des capitales africaines, notamment les pays membres de la CEDEAO. Alors il faut dire que pour ce cas, en tout cas ce dernier cas en date, c'est ce lundi où des enseignants et des élèves revenant de l'école ont été enlevés par des bandits. Pour le moment, ils ne sont pas encore identifiés. On parle de 5 élèves avec des enseignants. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de 2 chefs de village au cours de plusieurs attaques qui ont été également tués. C'est dans l'état d'Ekiti, dans le sud-ouest du Nigeria. Comme on le disait tous, le Nigeria connaît une certaine insécurité. Et l'insécurité, on a vu ses répercussions dans les pays du Sahel. Les coups d'État en cours en tout cas ont été justifiés par l'incapacité des gouvernements à faire face à cette insécurité. Est-ce que le Nigeria peut faire face à cela et ne pas risquer de se retrouver de l'autre côté de la balance comme les autres pays, Niger, Mali, Burkina, Germain? Il faut dire que le Nigeria, c'est quand même un cas assez particulier parce que ces enlèvements ne datent pas d'aujourd'hui. Déjà dans les années 90, dans la région du Delta, où les militants avaient l'habitude d'enlever les employés, donc des sociétés pétrolières avaient l'habitude d'enlever des étrangers pour se faire payer des rançons.
Après, dans les années 2010, en 2014 précisément, il y a eu ce célèbre enlèvement des jeunes filles à Chibok, 276 jeunes filles, je crois. Donc, on avait vu les États-Unis envoyer la CIA, il y avait Scotland Yard également qui était venu et tout ça, sans qu'on ne puisse retrouver assez rapidement ces filles-là. Il a fallu du temps. Et puis donc, ces derniers temps, c'est des enlèvements des religieux, c'est des enlèvements des personnes qui ont des moyens, c'est des enlèvements dans les milieux ruraux. Et ça a été aggravé par la récente suppression des subventions sur les produits pétroliers par le nouveau président Tinubu, ce qui a fait que la vie dans ce pays est devenue très chère. Aujourd'hui, ces bandits qui enlèvent les enfants et les hommes partout réclament même la nourriture, réclament même des motos, réclament beaucoup de choses pour ceux qui n'ont pas l'argent. Donc, pour payer. Alors, est-ce qu'un tel phénomène peut faire partir un pouvoir comme celui de Tinubu, qui est assez contesté, en tout cas ces derniers temps, on l'a vu dans la situation du Niger, où le président avait décidé d'attaquer ce pays. On a vu comment il a fait son rétropédalage après une pression intérieure où les populations n'étaient pas d'accord, surtout qu'avec son arrivée aujourd'hui tout est cher et le coût de la vie est beaucoup plus compliqué. On a même vu des jeunes aller casser des magasins pour voler de la nourriture dans ce pays. Alors, est-ce que la misère et la famille aujourd'hui peuvent faire partir ce régime? Ce n'est pas exclu. Même si l'ancien président Buhari et un certain nombre d'anciens présidents, Obasanjo et Babangida et d'autres, gardent encore une mainmise sur la scène politique nigériane, ce n'est pas exclu que des jeunes militaires ou officiers dans ce pays-là puissent penser à toucher au pouvoir, comme ce fut le cas dans les années 80 avec les coups d'État qui se succédaient dans ce pays. Mais disons que le phénomène des enlèvements n'est pas nouveau. Est-ce la goutte d'eau qui pourra faire déborder le vase et provoquer un tel changement antidémocratique dans ce pays? On peut dire oui, tout comme on peut dire non, parce que depuis, en tout cas quelques années, malgré cette crise sécuritaire, le pays connaît une certaine stabilité politique et institutionnelle. Donc je pense qu'on peut dire que ce président peut dormir tranquillement, mais on ne sait jamais, ce n'est pas exclu que de vieux démons se réveillent dans ce pays-là. Louis, est-ce que cela pourrait ouvrir la voie à ce changement anticonstitutionnel, en tout cas qu'on ne leur souhaite pas? Non, je pense que le phénomène est nouveau, comme Jamel l'a dit, mais et surtout encore que ici nous sommes dans un pays anglophone, comparativement à ce qui s'est passé au Mali, au Niger et en Guinée, parce que là nous sommes dans des pays francophones où il y a la présence étrangère qui a aussi exacerbé en fait à un moment donné les tensions. Mais comme on le dit, je pense que le Nigeria est habitué à ce genre de situation, et si ça devait faire partir un président, ça devait le premier qui devait partir c'est Mohamed Buhari, parce que je le disais tout à l'heure que faire revenir la sécurité au Nigeria faisait partie de son programme de société, mais à un moment donné, quand vous faites le bilan, vous allez découvrir que sur ce point-là, il n'a pas tenu promesse. Donc je pense que ça n'a pas empêché Mohamed Buhari d'aller en fait au bout de ces deux mandats. Aujourd'hui, il est succédé par Tinubu, qui en quelque sorte reste à peu près son filleul. Et de loin, il contrôle la situation. Même si déjà, de par le passé, des officiers ont notifié à Tinubu de faire extrêmement attention pour ne pas être emporté par un coup d'État. Mais je pense que, comme je le dis, c'est trop exagéré de notre part de dire que ces enlèvements-là peuvent coûter le fauteuil présidentiel à Tinubu. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.